Bonsoir à tous et merci de répondre présent au grand rendez-vous. Ce soir, ont répondu donc présent à notre invitation un artisan, un leader communautaire et le secrétaire général de la Croix-Rouge Bénin. On les retrouve juste derrière la météo. Le grand rendez-vous célèbre ce soir la journée mondiale de la Croix-Rouge. Le secrétaire général de la Croix-Rouge Bénin vient tout à l'heure nous présenter fonctionnement et action de la Croix-Rouge au Bénin et pourquoi pas dans le monde. Nous parlons également santé sur ce grand rendez-vous et précisément d'innovation dans ce secteur vital et capital. Il s'agit bien évidemment de la carte médicale universelle, une fierté béninoise à découvrir sur Nature et bien-être. L'artisanat sera donc au grand rendez-vous sur Autant Savoir précisément. D'aucuns disent d'ailleurs même que c'est le premier secteur pourvoyeur d'emploi au Bénin. Confirmation ou infirmation tout à l'heure, c'est sur Autant Savoir. Alors vous le savez également que le grand rendez-vous, c'est également le journal, la grande édition du journal, tout à l'heure à 19h45. Ce sera avec Estelle Pazou qui est déjà en place. Bonsoir Estelle. Bonsoir à vous, Assioum Gaba. Alors le journal, c'est à 19h45. Dites-nous déjà quels sont les grands titres de cette édition. Une invention pour secourir les personnes accidentées et en détresse, le e-secours vient enrichir la palette des applications disponibles au Bénin. S'engager pour le mariage nécessite des préalables. Love Power aide les jeunes couples à s'y préparer. C'est à travers le Festival international des familles. Et puis, en Sierra Leone, la population se mobilise pour une journée de salubrité. Une initiative du président sierra-léonais appelée le Cleaning Day. Restez avec nous pour les détails à 19h45. À 19h45, on va vous retrouver avec votre orange noir. Ça, c'est les dragons de l'OME, hein, vous savez. Je n'en ai aucune idée, Assioum. Je n'aime pas le football. Ah, vous n'aimez pas le football? Non. Oh là 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 là. Vous aurez des problèmes certainement avec lui, parce que lui, je le connais footballeur en tout cas. Allez, bonne soirée à vous. On se retrouve tout à l'heure à 19h45 hein, pour le développement de ces titres annoncés, Estelle. Allez, la suite du grand rendez-vous, vous le savez, ce sont les plateaux, bien évidemment, et on ouvre par Nature et Bien-être, n'est-ce pas? Nature et bien-être, ça parle d'innovation dans le monde de la santé. C'est une fierté béninoise, je le disais, il s'agit de la carte, oui, la carte médicale, on en parle, la carte médicale universelle. Tout à l'heure, avec Heureuse Danondé et son invité, suivons d'abord cet élément qui nous montre, lève un coup de voile hein, sur cette innovation santé. Regardez. On est arrivé à mettre en place un système qui permettra aux médecins de pouvoir agir en urgence compte tenu des informations du patient qu'il a en face.
Le patient se connecte sur notre plateforme où il peut se rendre auprès de nos partenaires qui sont notamment des hôpitaux, des pharmacies, des médecins, pour pouvoir créer son compte identité médicale universelle. Et là, il fournit des informations de base sur sa santé, l'identité, les maladies dont il souffre, le numéro de téléphone d'un proche. Et nous lui attribuons un code QR qui est relié à son dossier médical universel. Le QR code, en fait, peut être mis sur différents supports. Un bracelet que vous portez toujours sur vous, un patch que vous pouvez mettre sur votre téléphone portable, sur votre montre, par exemple. En exemple, moi, j'ai mon bracelet que je porte toujours. Il y a le patch qui est à l'arrière. OK, donc c'est comme ça se présente la carte médicale universelle. Pour en parler beaucoup plus, avec plus de détails, nous avons bien sûr sur ce plateau Morel Aguiar, qui est responsable communication et développement Care Medicals. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être là. Merci à vous. C'est un plaisir, vous êtes là déjà avec votre code QR aussi sur votre portable, oui, c'est ça? Oui, je laisse mon portable. On va montrer ça tout à l'heure aux téléspectateurs. Bonsoir, Rose Dalondé. Bonsoir, Azim Gaba. Il est question aujourd'hui de présenter cette innovation santé qui est une fierté béninoise. Tout à fait. Je crois qu'il va nous parler déjà du parcours de cette innovation. Il y a déjà des prix remportés. C'est notre fierté. Ça parle du Bénin. C'est bien. Mais est-ce que vous avez déjà votre patch? Ben, je suis là. Parlez-moi-en. Si ça m'intéresse, allez, on y va. Bon, la santé avant tout. Soyez heureuse, même qui en parle n'en a pas encore. Voilà. Alors, merci d'être là, hein, monsieur Aguiar. Merci déjà. Lorsqu'on parle de voilà, médical, de quoi il s'agit concrètement? Care Medicals est une start-up qui fait dans le domaine de l'e-santé. Et notre objectif, en fait, c'est de briser les barrières qui empêchent la population d'avoir accès à des soins de qualité à moindre coût et quand il le faut. À moindre coût et quand il le faut. Voilà, et pour atteindre ces objectifs, vous avez initié la carte. C'est la carte médicale universelle ou la carte universelle? Quel est le nom précis de la chose? En fait, c'est l'identité médicale universelle. Lorsque nous avons développé le concept au début, c'était sous forme d'une petite carte. Une petite carte, et là, nous avons évolué vers un patch. Donc, la carte d'identité médicale universelle n'est pas vraiment une carte. C'est l'identité médicale universelle. Elle constitue une base de données, en fait, propre à chaque patient. Mais en quoi ça réduit le coût? Parce que vous avez parlé de réduction de coût, voilà. Et puis l'accès également, l'accessibilité. OK. Dans la plupart des cas, un patient qui va dans un hôpital, il va faire des examens. Après, quand il va dans un autre hôpital pour une autre pathologie, peut-être où il lui faut ses résultats, il est obligé de les reprendre parce que peut-être qu'il n'a pas conservé les résultats ou il ne se rappelle plus de ce qui avait été, tout ça. On parle même de perte de dossier dans certains hôpitaux également. Donc, la population, très souvent, est obligée de reprendre ces mêmes examens qui ont été déjà faits, alors qu'on a juste besoin d'avoir des données là tout de suite et d'évoluer. Donc ça augmente le coût de la prise en charge et ça fait que même parfois certains patients refusent carrément de reprendre les examens alors que c'est dans leur intérêt. Donc là, on a un historique de tout ce que le patient a eu à faire comme examen, consultation, etc. S'il est diabétique, c'est qu'on a déjà une confirmation de tout ça. Exactement. Voilà. Donc, avec les différents taux, s'il va régulièrement en contrôle et tout, il y a certains examens qu'on fait, qu'on est obligé de refaire pour avoir des résultats précis. Mais ce ne sera plus comme avant, où il faut reprendre systématiquement des choses qu'il n'est pas obligé de reprendre. Certains patients refusent même de le faire. Voilà. Et du coup, ça fait vraiment réduction de coûts. Effectivement. C'est ça. Mais est-ce qu'on peut avoir la précision? Comment intégrer, comment l'utiliser? Comment utiliser le patch? En fait, comment ça fonctionne? Oui, comment ça fonctionne. Elle va nous envoyer des images qu'on va commenter, comment l'intégrer et tout. D'accord. L'identité médicale universelle, c'est un peu comme un compte Facebook avec votre nom. Donc, vous allez renseigner... Comme ce qui est là, à Aguiar Morel. Bon, là, c'est un compte qui est déjà créé, c'est le mien. C'est le mien. Donc, je crois que d'autres images vont passer. On va passer après. Exactement comment est-ce que ça marche.
Donc, vous mettez nom, prénom, etc. C'est un peu comme créer un compte Facebook, mais là, avec des informations de santé, des informations importantes. Et après cette étape de nom, prénom, donc nous avons le nom, prénom, tout ce qui est administratif, l'adresse, etc., etc. Et ensuite, le patient renseigne, par exemple, son groupe sanguin. Mais pour des informations sensibles telles que le groupe sanguin, nous avons besoin de preuves que c'est réellement ça. Donc, on adjoint, en fait, il y a une partie qui est réservée où vous téléchargez la photo du bon d'examen, par exemple, où on peut vous orienter vers des laboratoires partenaires qui vous réduisent le coût normal. Si le coût, par exemple, est à 2500, on a des négociations qui sont faites pour revoir le prix à la baisse. Voilà, pour nos partenaires. Donc, il y a les allergies, etc. Donc, en fait, pour avoir son compte, c'est www.keamedical.net. KEA Medical, K-E-A. Voilà, keamedical.net. Médical, il y a S? Non, il n'y a pas S à ce niveau. Non, keamedical.net. Et vous avez l'image qui était affichée là tout à l'heure. On vous demande soit de vous connecter à votre compte ou de créer un compte. Et là, vous créez votre compte. Vous appuyez créer un compte et vous avez toutes les informations là qui vous ont demandé, etc. Donc, en dehors du groupe sanguin, on demande également si vous êtes diabétique, est-ce que vous avez une insuffisance rénale, etc., etc. Les allergies médicamenteuses, les allergies alimentaires et tout, numéro de proche à contacter, qui est ce proche-là, etc. D'accord. Mais il y a quand même une crainte. Et ça fait partie d'ailleurs des questions posées sur les réseaux sociaux après publication de l'application et tout. Est-ce que on peut accorder du crédit à ce que la population, n'importe qui envoie comme information? Voilà. Déjà, au niveau du groupe sanguin, le premier garde-fou qu'on a mis, c'est cette photo-là à prendre du bon d'examen. Voilà. Si vous n'avez pas de ce bon d'examen-là, on vous demande d'aller le refaire au niveau, principalement au niveau de l'Agence nationale de transfusion sanguine. Donc, dès que c'est fait là, vous n'êtes plus obligé de reprendre à chaque fois. Quand vous allez à l'hôpital, par exemple, pour votre groupe sanguin, vous n'êtes plus obligé de reprendre. Voilà. Et donc, c'est avec le code QR qu'on arrive à rentrer dans les informations. À rentrer dans les informations, exactement. Le code QR, en fait, c'est juste un outil. C'est comme un portail. C'est un portail. Vous pouvez lever un peu pour qu'on puisse voir. Je regarde si c'est possible. Ok, d'accord. Donc, le code QR, en fait, c'est juste un portail qui vous ouvre la porte vers votre dossier en ligne. Donc, c'est ça le code QR. Oui, c'est ça le code QR. Et il est unique. C'est unique à chaque individu. Donc, dès que vous créez, l'inscription, elle est gratuite. Créer son compte, c'est entièrement gratuit. Et dès que vous créez votre compte, il suffit de commander votre patch. Vous pouvez aller dans des pharmacies partenaires, des cliniques, etc. ou vous faire livrer chez vous. Est-ce que tous les médecins ont accès au code QR? Le code QR, en fait, c'est une propriété du patient. Et dès qu'il va en consultation, par exemple, c'est à lui de présenter son patch. Au médecin. Donc, sans sa permission, le médecin ne peut pas accéder à ces informations. Donc, dès que vous scannez le patch, vous verrez simplement la photo, le nom et un numéro d'urgence, comme ce qui s'est affiché à l'écran tout à l'heure. Donc, ça, c'est ce que tout le monde peut voir, un individu lambda. C'est intéressant pour les sapeurs-pompiers ou des personnes qui ont un accident ou qui s'en vont même dans un pays inconnu. Important également pour la Croix-Rouge. Voilà, exactement. Puisqu'on va recevoir tout à l'heure le secrétaire général de la Croix-Rouge pour parler, bien sûr, du fonctionnement. C'est aujourd'hui, la journée mondiale. Donc, c'est un peu ça. Mais juste que ça, c'est ce que tout le monde peut voir. Mais un médecin, au niveau de notre plateforme, nous exigeons on a un certain niveau de sécurité qui fait qu'on exige de voir d'abord son diplôme et sa carte professionnelle. Et c'est à la suite de ça que nous lui attribuons maintenant un code pour qu'il puisse aller plus loin. Et même là, il doit d'abord dire au patient, voilà, j'ai vu votre nom, prénom, numéro d'urgence et il faut que j'aille plus loin pour faire ma prise en charge. Et donc, il insère son code et il ne verra que les informations de base comme les allergies et consorts
Alors, est-ce que vous, avec cette plateforme, vous travaillez avec les États, les gouvernements, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Déjà, le ministère de la Santé est impliqué. Il y a également la CNIL, la Commission nationale des... j'ai oublié la... Agnès Bello, elle est où pour nous parler de la CNIL? De la CNIL, voilà un peu. Donc, nous travaillons en étroite collaboration avec l'État. C'est présent dans d'autres pays déjà? Oui, c'est déjà présent dans d'autres pays. C'est déjà présent dans d'autres pays. La Côte d'Ivoire, le Congo, bientôt le Sénégal et le Niger. Il y a la Tunisie également et le Maroc. Et combien d'utilisateurs? 50 000 utilisateurs, plus de 50 000 utilisateurs, dont 7 000 actifs. Alors, voilà. Ça veut dire que dès que je m'inscris sur la plateforme, c'est que la plateforme génère mon code QR, c'est comme ça directement que je peux imprimer Non, en fait, ce n'est pas vous qui l'imprimez. Vous avez votre nom, prénom, et vous faites la demande de votre patch, de votre code QR. Et c'est nous, au niveau du panel d'administration, qui relions maintenant votre compte à un code QR unique. Voilà. Et là, vous passez maintenant délivrer le code QR à celui qui demande. C'est un peu ça. Le patch, pas le Voilà, le patch à celui qui demande. Voilà. Exactement. Et ou l'autre, en tout cas, l'une des initiatrices, le docteur Ariel. Voilà, Awansou a dit que pour elle, c'est au niveau de sa montre. Chez vous, c'est au niveau de votre téléphone. Oui, moi, je l'ai pour une sécurité. Parce que quand ça se perd, est-ce que les données ne sont pas parties? Non, déjà, quand ça se perd, comme je vous l'ai dit, n'importe qui ne peut pas aller plus loin. Voilà, parce qu'il faut un code. Et dès que vous le perdez, il suffit de nous contacter et de dire j'ai perdu, on bloque. D'accord. Vous bloquez. Voilà. Et vous donnez un autre patch après? Oui, oui. D'accord. Ok, maintenant, par rapport à l'utilisation et tout, c'est ce que je voulais dire. Le médecin, partenaire, gagne quoi? Vous gagnez quoi? Bon, pour le patient, on sait déjà. Donc, déjà, c'est quelque chose... C'est un outil, en fait, qui est utile à tous les acteurs de la chaîne, aussi bien les pharmacies que les hôpitaux, les médecins, etc., pour la traçabilité des ordonnances, même les assurances, etc., pour être réellement sûr que le patient, il a tel et tout, etc., etc. Ce que les médecins y gagnent, c'est déjà d'avoir accès à des patients pour leur consultation. Ensuite, vous avez parlé de quoi? Des financièrement. Oui. Parce qu'il paraît que le médecin gagne 30% des frais de 70% des frais de consultation. Oui. Est-ce que c'est le cas, effectivement? Oui, effectivement. Et alors, et le patient, celui qui veut s'inscrire sur la plateforme, il paie quelque chose pour ça? Non, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est juste acheter son patch qui lui fait débourser de l'argent. Oui. Ok. On va peut-être vous contacter pour avoir le coût du patch. Non, mais c'est quelque chose qui a été fait pour être accessible à toutes les couches de la population. Mais est-ce que les Béninois connaissent cette innovation? Vous avez dit que c'est présent en Côte d'Ivoire, Tunisie, mais dans notre pays Dans notre pays, c'est connu, mais juste pour les phases tests. C'est là maintenant que nous sommes en train de nous déployer réellement sur le terrain parce qu'on a eu le temps d'éprouver et de corriger, d'améliorer. D'accord. Mais est-ce que déjà, lorsqu'on prend notre groupe ORTB, est-ce que la direction générale peut décider de vouloir inscrire le personnel sur la plateforme? C'est même déjà fait dans plusieurs structures. Déjà sur le terrain, vous pouvez vous lever et dire que vous voulez offrir le patch, par exemple, à tous les travailleurs du groupe. Exactement. D'accord. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, c'est une jeune équipe. Lui n'a que 22 ans. Je crois qu'Ariel, elle n'a que 25. C'est vraiment bien pour une telle innovation. En tout cas, je disais, c'est une fierté. Et je pense que le Bénin peut être fier de sa jeunesse. Tout à fait. Parce qu'en matière d'innovation et surtout en matière de TIC, innovation, mettre le numérique ou les TIC au service du développement du pays. Et surtout de la santé, il y en a plein. Les jeunes, en tout cas, s'emploient à pouvoir le faire. Merci beaucoup et du courage à vous. Merci beaucoup. On espère bien que ça va se développer davantage, où on parlera bien sûr de cette étape-là partout dans le monde. Et puis, parlant bien sûr de santé, nous allons recevoir des humanitaires. Je voudrais parler bien sûr de la Croix-Rouge dans un instant sur ce plateau pour donc parler de la journée mondiale de la Croix-Rouge. C'est aujourd'hui, c'est l'espère.
C'est un mouvement engagé aux côtés des personnes touchées par une crise, la guerre ou une catastrophe, si vous voulez, et qui traversent soit les pires moments de leur vie. Il s'agit bien sûr de la Croix-Rouge. En ce jour célébrant leur existence, le grand rendez-vous fait la lumière sur les actions de la Croix-Rouge. Alors, j'ai sur ce plateau M. Epiphane Yelomé, secrétaire général de la Croix-Rouge Bénin. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? C'est une bonne fête chez vous. Oui, je vais très bien. Ok. Merci beaucoup de nous rejoindre sur ce plateau pour présenter la Croix-Rouge à nos téléspectateurs. On parle d'engagement, on parle de secours rapide d'ailleurs. Est-ce que ce sont des mots qui définissent réellement la Croix-Rouge? Exactement. Engagement parce que c'est des volontaires, c'est un mouvement de volontaires. Donc des gens désireux de porter assistance et secours à leurs prochains en situation de dommages accidentels corporels ou de tout autre genre. Donc il faut avoir la volonté, le désir de porter secours pour être membre de la Croix-Rouge. D'accord. Et en matière de rapidité, c'est un secours international parce que organisé sur le plan mondial et situé de manière à ce que aux confins les plus reculés, quelque chose qui se passe est relayé aussitôt. Grâce à la chaîne de volontaires, plus de 180 millions de volontaires de par le monde. Donc l'information est relayée au même moment, les structures sont décentralisées de par le monde, de manière à ce que l'information aille et que la réponse intervienne aussitôt. Rapide parce qu'il y a des structures logistiques disposées, c'est-à-dire à des endroits stratégiques du monde. Rapide parce qu'on sait devancer les faits, on sait prévenir les choses. Et avant que cela n'arrive, la Croix-Rouge prévoit déjà cela. Donc en cette matière, je pense que vous n'avez pas tort de dire que c'est l'engagement et que c'est aussi la rapidité. La rapidité dans le secourisme. Merci beaucoup en tout cas pour cette définition. Mais comment reconnaît-on la Croix-Rouge? Souvent, quand on dit Croix-Rouge, c'est qu'il y a déjà une Croix-Rouge. Mais est-ce qu'il y a une différence entre la Croix-Rouge et ce qui identifie également le domaine de la santé en quelque sorte? Oui, et la Croix-Rouge, c'est un logo qui arrive à déterminer un mouvement que nous appelons le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Okay. C'est une croix rouge sur fond blanc. Et c'est une croix qui n'est utilisée que par les gens du mouvement et les services de santé des armées. Des armées. Ok, service de santé des armées et la Croix-Rouge. Et la Croix-Rouge. À part ces deux, il n'y a plus personne qui soit autorisé à utiliser cette Croix-Rouge sur fond blanc. Ah, je crois. Parce qu'il arrive des fois où on voit des gens avec la Croix-Rouge, mais on a l'impression que ce ne sont pas des volontaires de la Croix-Rouge ou des fonctionnaires de la Croix-Rouge. Donc, je comprends, c'est plutôt l'armée médicale. Médicale, tout simplement. Médicale. Parce que c'est lié à la naissance de la Croix-Rouge qui est née sur les fonds de bataille. Son fondateur, Henri Dunant, s'est retrouvé à Solferino en 1859 où il y avait une guerre terrible. Et le soir, au cessez-le-feu, il y avait beaucoup de bruit parce qu'il y a des blessés qui avaient besoin de soins. Mais il n'y avait personne pour venir à leur secours. Lui, c'est un affairiste, il n'est pas médical. C'est un affairiste qui cherchait ses affaires et qui était allé dans une auberge. Et puis, ça l'a réveillé. Et il a dit, mais comment? Il y a des gens qui sont là et qui peuvent vivre. Il a fait sortir les populations pour dire, allons au secours de ces personnes. Et c'est comme ça qu'il a donné les premiers soins. Et il s'est retourné, il a dit, bon, je le compte. S'il y a des choses comme ça qui se passent dans la vie, ce n'est pas la peine que je vais continuer à courir après les affaires. Et c'est comme ça qu'il est devenu fondateur de la Croix-Rouge. En 1863, il a fait la première réunion et c'est parti. 100 ans après, c'est venu à la Croix-Rouge béninoise. Nous aussi, on a commencé la Croix-Rouge fondamentalement reconnue par décret en 1963. Alors, comment fonctionne alors ce mouvement créé par, vous avez dit Henri Dunant? Henri Dunant. Oui. Comment est-ce que ça fonctionne aujourd'hui? Fonctionnement, quand je prends la Croix-Rouge, le mouvement international, son siège est à Genève. Et nous avons 3 composantes, voire 4. Mais les principales, c'est 3.
il y a le Comité international de la Croix-Rouge, qui est une structure neutre par excellence, qui, au fait, est garant de la juridiction de la Croix-Rouge. Et puis, la Croix-Rouge est dans chaque pays. Aujourd'hui, dans 190 pays de par le monde qui ont une société nationale Croix-Rouge, dont la Croix-Rouge béninoise. Ces 490 sociétés se sont retrouvées dans une fédération qu'on appelle la Fédération internationale de la Croix-Rouge. Donc, vous voyez les 3 composantes alignées. Et puis, une autre composante, c'est la conférence de la Croix-Rouge, où les États partis sont présents. Donc, notre gouvernement fait partie de la conférence internationale de la Croix-Rouge. Et c'est ces 4 composantes qui déterminent la vie du mouvement. Alors, quand on parle de la Croix-Rouge, on parle souvent d'humanitaire, des actions humanitaires, des volontaires. Ça veut dire que c'est directement à l'endroit du public. Quelle est la relation entre le public, de façon générale, et la Croix-Rouge? Alors, comme je dis, la mission de la Croix-Rouge, c'est de prévenir et d'alléger les souffrances humaines. Prévenir. Prévenir et alléger les souffrances humaines, de tout genre. De tout genre. Alors, la souffrance se trouve où? À l'intérieur de nos communautés. Et pour pouvoir les prévenir et les découvrir, les identifier, les prévenir et en cas de survenue, les alléger, il faut être dans la communauté. Okay. C'est ainsi que la Croix-Rouge, je prends l'exemple de ma société nationale, la Croix-Rouge béninoise. La Croix-Rouge Bénin, oui. Et on est structuré avec un siège national, mais avec des sous-sections locales. C'est-à-dire qu'il y a au niveau national, l'Assemblée générale de tous les gouvernants de la Croix-Rouge et qui se réunit tous les ans ou tous les 4 ans, ça dépend du niveau de statut. Mais chaque année, il y a un conseil central, un conseil d'administration qui se réunit et qui fait office d'Assemblée générale pour voir un peu le suivi des décisions de l'Assemblée générale. Et il y a un bureau national qui gère au quotidien avec le secrétariat général. Donc, il y a un président qui dirige le bureau national, qui est le président du CA et président de l'Assemblée générale. Maintenant, ça, c'est la gouvernance. Et pour être opérationnel, il a créé un secrétariat général. Lui, le secrétaire général, lui n'est pas un élu, mais c'est un technicien recruté pour planifier, organiser et administrer les activités de la Croix-Rouge au quotidien. Au quotidien. Alors, quel est alors le quotidien de la Croix-Rouge béninoise? Le quotidien de la Croix-Rouge, c'est la protection de la vie, des moyens d'existence et le renforcement et le relèvement des communautés. Ainsi, par exemple, aujourd'hui, nous sommes présents dans tous les comités et dans toutes les communes, dans 77 communes. Les 77 communes. Les 77 communes du Bénin. La Croix-Rouge est présente. La Croix-Rouge est présente par un bureau de la Croix-Rouge, un comité local de la Croix-Rouge. Et lorsqu'on arrive au niveau de la commune, c'est décentralisé au niveau des arrondissements. Et dans les arrondissements, il est autorisé aussi la création des sous-sections. Ainsi, dans les écoles, on peut les avoir. Dans les structures professionnelles, on peut avoir également les sessions de la Croix-Rouge. Alors, ça veut dire qu'à chaque jour, il doit avoir une activité au niveau de ces démembrements de la Croix-Rouge, en réalité. Chaque jour, il y a des activités, il y a des mouvements. Et ainsi, du point de vue technique, nous avons ce qu'on appelle les volontaires communautaires, nous avons les mobilisateurs sociaux et nous avons les superviseurs qui sont détachés à des tâches bien précises. Bien précises. Alors, je vous donne l'exemple de... Oui. Allez-y. Je vous donne l'exemple de Nati Tengou. D'accord. Et là, nous sommes présents dans 4 communes de la Takora. Kobli, Materi, Tanguita, Bukumbe. Et l'action que les volontaires sont en train de mener, c'est d'identifier au quotidien la malnutrition chez les enfants. La malnutrition. Chez les enfants. OK. Et pour y arriver, on sait que la malnutrition peut créer des problèmes d'hygiène et l'hygiène peut créer des problèmes de malnutrition. Donc, il y a un programme d'hygiène et santé, hygiène et assainissement qui est développé avec des groupes de mamans. Donc, on appelle les clubs de mères qui sont formés, qui sont sensibilisés au quotidien pour identifier par elles-mêmes les problèmes qui peuvent se poser à eux et à leurs enfants. Ces enfants qui sont identifiés sont suivis au quotidien pour une alimentation locale. C'est-à-dire que
pour les secourir, on n'a pas besoin d'aller ailleurs pour trouver la nourriture. Localement, quelle nourriture il faut pour ces enfants? Donc ce programme est développé et pour la santé des enfants. Comme quoi les enfants à Nati Tengu ne peuvent donc pas mourir de faim en réalité. Non, aujourd'hui, avec la présence de la notre Croix-Rouge. projet que nous appelons Amsana, supporté par la Croix-Rouge de Belgique et son gouvernement, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Et ce n'est même pas la Croix-Rouge, c'est une activité multisectorielle par 3 ONG qui travaillent dans ce sens-là. Alors, celui qui parle de malnutrition, c'est qu'il n'a pas voulu écouter. Parce que les volontaires sont au quotidien avec eux. Alors, à part cette action, est-ce qu'à chaque commune, il y a une activité donnée par rapport aux besoins de la commune? Ou c'est le même projet qui est développé dans toutes les communes? Nous avons un programme qu'on appelle le premier secours santé à base communautaire. Donc, basé sur les besoins de la communauté. Donc, à chaque communauté, son programme. Je prends le cas d'Agégué actuellement. Nous savons qu'Agégué, c'est un village lacustre. Quel problème on peut avoir là? C'est le problème de péril et hydrofécal. Ah, d'accord. Alors là, actuellement, nous sommes en train de développer un grand programme sous la stratégie ATPC. C'est l'assainissement total et piloté par la communauté. Donc, on a un déclenchement d'un processus pour amener tout le monde à aller dans le même sens, en vue d'éradiquer, de prévenir, d'éradiquer ce fléau-là. La défécation, dans l'eau. Bien. Et donc, on a actuellement, avec la coopération de la Croix-Rouge néerlandaise et la Croix béninoise, on a conçu pas mal de latrines déjà. Oui, c'est déjà fait avec Pavillon Croix-Rouge. Des latrines dans une zone lacustre, comment ça se présente? Voilà, donc il faut aller trouver le sol mère et respecter l'étanchéité. Et maintenant, c'est des trucs vidangeables. C'est-à-dire que c'est fait de manière à ce que progressivement, on change de fosse, on appelle ça l'éco-san. Donc, on va encore prélever ces fesses, les sécher et les transformer pour en faire des engrais. Voilà. Donc, le système est réalisé de telle manière qu'il faut maintenant continuer la sensibilisation pour que les populations puissent l'utiliser. Ah, là, ce sont des projets, je vais dire, du quotidien de la Croix-Rouge. Alors, quand on parle d'urgence, quand des situations d'urgence surviennent dans ces localités, comment est-ce que le public arrive à faire appel à la Croix-Rouge en réalité? Oui, vous savez que le Bénin est doté d'un plan de contingence, le plan Orsec, qui déclenche les catastrophes. C'est-à-dire qu'il y a catastrophe, ça déclenche l'action. Croix-Rouge fait partie intégrante du plan Orsec. Mais la Croix-Rouge a développé, partant du plan Orsec, son plan de contingence lié à chaque fléau. Ainsi, par exemple, nous avons le plan contingence incendie, le plan de contingence inondation, le plan de contingence déplacement massif de population. Donc, actuellement, nous sommes en train d'actualiser notre plan de contingence contre l'inondation parce que la période, c'est ça qui commence jusqu'au mois de septembre. Donc, il y a un plan qu'on a fait et qui est décentralisé jusqu'au niveau du hameau. Ah oui. Donc, celui qui sent que l'eau est en train de monter, on sait à quel niveau ça va arriver pour qu'il déclenche l'alerte. Est-ce qu'il y a un numéro vert à appeler par le public? Oui, justement, c'est pour ça que notre présence sur ce plateau nous fait plaisir. Nous voulons que les gens nous aident à être performants. Aujourd'hui, à l'heure des nouvelles technologies de l'information et de la communication, ce que vous avez posé comme question, c'est une bonne question. Mais la Croix n'a pas encore les moyens de sa politique. Nous sommes sous biberon et nous voudrions quand même être au sevrage. À un moment donné, grâce à la solidarité nationale et internationale. Actuellement, on a quelque peu le secours et la solidarité internationale, mais au Bénin, c'est pour ça que cette fête, ce n'est pas une fête où on va s'éclater, non. C'est une journée de réflexion, de stratégie et une journée où on lance une quinzaine d'appels de fonds. Donc, dans les 15 jours à venir, nos volontaires vont circuler dans les marchés, et dans les structures, dans les entreprises pour demander de l'aide. Cette aide-là nous permet de renforcer notre capacité à intervenir en cas d'urgence. En cas d'urgence. Donc, ces volontaires vont... Est-ce que vous avez déjà identifié les cibles, ceux à qui il faut donc s'adresser pour avoir quand même quelque chose de consistant?
pour aider, pour secourir les populations? Dans un premier temps, nous sommes auxiliaires des pouvoirs publics. Okay. Donc, notre première cible, c'est le gouvernement, c'est-à-dire c'est l'État. C'est l'État et l'État nous y aide. On ne peut pas dire non, mais ce n'est pas suffisant. Tant qu'il y a à faire, c'est qu'il faut toujours y aller. Et donc, il y a l'État et l'État peut nous aider à faire le lobbying en direction des potentiels donateurs. Et ensuite, comment on appelle, les opérateurs économiques et les grandes entreprises de la place sont appelés à nous aider. Et nous aussi, nous avons quelque chose à leur offrir. C'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, tout regroupement de personnes de plus de 6 a besoin d'avoir les connaissances en secours d'urgence. Parce que quand l'intervention ne vient pas tout de suite, parfois, c'est déjà trop tard. Donc, vous pouvez leur offrir des formations? Des formations en premier secours. En premier secours. Et nous avons déjà commencé avec certaines entreprises. Et celles qui n'ont pas encore commencé, c'est là qu'il y a le label de cette formation qui est actualisé tous les jours. Nous faisons l'évaluation des risques liés à l'entreprise. Nous faisons la formation qu'il faut et on fait les risques de façon régulière. Je pense que l'ORTB aussi va s'y engager à vos côtés pour qu'on ait en tout cas cette formation-là. Merci beaucoup à vous, monsieur. Nous allons commencer par vous. Voilà. Et ce serait même premier secours télévisé. N'est-ce pas? Ce serait vraiment bien. On va le faire peut-être en direct. Merci beaucoup à vous, monsieur Epiphane Yelomé. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Croix-Rouge béninoise. Merci d'être venu ici sur ce plateau parler bien sûr à nos téléspectateurs de la Croix-Rouge, présenter la Croix-Rouge et comme quoi la Croix-Rouge a besoin de vous. Donc il faut aider la Croix-Rouge à nous aider. On comprend tout simplement. Merci à vous. J'ai oublié quand même une seconde. Juste en quelques secondes. Oui, nous avons le thème de l'année. Oui. C'est partout pour tous sourire. Partout pour tous sourire. C'est un message à tous les volontaires qui ont l'obligation d'offrir le sourire là où ça manque. D'accord. Donc, j'offre le mien, hein, je suis volontaire. Vous avez mon sourire. Voilà, allez, merci beaucoup à vous aussi. Oui. Allez, à très bientôt, monsieur Yelomé, sur le plateau du Grand Rendez-vous. On va retrouver les artisans sur Autant Savoir. Autant Savoir aujourd'hui parle de l'artisanat qui sera présenté comme tout premier secteur pourvoyeur d'emploi. Vrai ou faux, on le saura dans un instant et juste derrière ce reportage signé Marcel Betoro. Le secteur artisanal fait partie des secteurs qui contribuent à la création de richesses au Bénin. Il absorbe une partie importante de la population. De l'alimentation à la production en passant par le bâtiment, ce secteur offre une multitude de métiers. Mais pour faire partie de cette grande famille des façonneurs, il faut obligatoirement passer par l'apprentissage. Tu vas t'inscrire dans un garage et tout, et les procédures commencent un peu. On va te faire bénir par le travail et tu payes un peu. Et après 4 mois, tu finis de payer et tu continues ton travail. Après 5 ans, on te libère. La spécialité d'ici, c'est la sculpture sur bois. Ça prend comme tout bon métier. Mais ça demande, si vous n'avez pas d'abord le don du dessin, donc ça va vous prendre énormément de temps avant de connaître. Et d'abord, c'est un métier qu'on ne connaît jamais fini. Une étape qui prépare l'apprenti à l'examen du certificat de qualification des métiers d'art CQM. Il est organisé de commun accord entre les autorités étatiques, les structures décentralisées et les acteurs du secteur artisanal. Pour être candidat, forcément, il faut être présenté par un patron qui a un atelier. Première condition. Deuxième condition, il faut que ce patron-là milite dans une association d'artisans de sa zone. Dans la ville de Cotonou, c'est bien structuré, nous avons 4 zones. La première zone, ça commence du 1er arrondissement au 4e arrondissement. La seconde zone, c'est à partir du 5e arrondissement au 6e arrondissement. La troisième zone, ça fait 7e arrondissement jusqu'au 10e arrondissement. Et la 4e zone, maintenant, ça fait du 11e arrondissement au 13e arrondissement. Donc, lorsque nous finissons l'examen, il y a les jurys, il y a plusieurs corps de jury, il y a les surveillants, il y a les correcteurs, il y a le jury qui proclame les résultats. Lorsque tout ce processus est terminé, on organise par zone maintenant ce qu'on appelle la cérémonie de remise de diplôme maintenant aux artisans.
Le certificat des métiers d'ACQM n'est pas à confondre avec le certificat de qualification professionnelle des métiers CQP, dont la cible est bien déterminée. Selon les chiffres de la Chambre interdépartementale des métiers, près de 3 millions de citoyens béninois interviennent dans le secteur artisanal. À en croire les artisans, c'est un secteur qui nourrit son homme. Mais l'inexistence d'un marché adéquat d'écoulement des produits artisanaux pose problème. Nous, notre marché est spécialement basé sur le tourisme. Donc, s'il y a plus de touristes, de notre côté, ça marche. Et si vraiment le côté du tourisme, ça ne marche pas, donc nous, ça ne va pas. Actuellement, il y a un peu la mévente au niveau de nos artisans. Et nous souhaiterions que le tarif sérieux commun soit vraiment mis en application pour permettre véritablement à nos artisans d'aller vendre leurs produits dans la sous-région. Les autorités impliquées dans le système de gestion à divers niveaux ne manquent pas d'attention et d'idées pour faire du secteur artisanal un levier de développement. Il contribue à hauteur de 20% du PIB. Il vient en 3e position après l'agriculture et l'industrie. En plateau, M. Joannou Amouzou, qui est le président de la Confédération nationale des artisans du Bénin. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'être avec nous ce soir. Je vous en prie, merci aussi. Bonsoir, Agnat Bello. Assem Gaba, bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. On se retrouve chez les artisans. Eh oui, on se retrouve chez les artisans. Et sans artisans, vous ne pouvez pas être aussi belle ce soir. C'est sûr, hein, il a fallu une coiffeuse d'abord. Une coiffeuse, une couturière, une styliste. Pour vous donner l'image des perles nigériennes. Voilà, un artisan pour fabriquer les perles. Fabriquer les perles, donc, pour franchement, vous coudre votre habit et tout le reste. Eh oui, et puis même un artisan pour vous maquiller aussi. Pour vous maquiller aussi. Voilà. En réalité. Et donc, on se dit, est-ce le premier secteur pourvoyeur d'emploi? La question est posée. Alors, dans le reportage, on a relevé 3 millions de Béninois qui sont employés au niveau de l'artisanat. Nous allons confirmer les chiffres certainement avec M. Joannou Amouzou. Il est le président de la Confédération nationale des artisans du Bénin. Mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes bien assis, justement. Donc, dites-nous déjà, 3 millions de Béninois employés par le secteur de l'artisanat. Vous confirmez du moins ces chiffres? Effectivement, l'artisanat béninois se porte mal à ce jour, malgré que nous sommes à plus de 3 millions d'artisans au Bénin. D'accord. Donc, pour vous, le secteur ne se porte pas bien. Oui, parce que nous avons plusieurs problèmes. Oui. Il y a le problème de formation qui se pose. La formation. Nous n'avons pas l'assurance retraite. Assurance retraite. Quand nous tombons malades, nous sommes obligés de débourser de l'argent pour aller se faire soigner. Assurance maladie, donc. Beaucoup d'artisans ne préparent pas leur retraite. Et c'est par rapport à ça que nous sommes très heureux parce que ce gouvernement de rupture a apporté un projet qu'on a appelé assurance maladie pour le renforcement en capital humain qui a 4 composantes. Il y a l'assurance maladie. Avec ça, les artisans peuvent aller se faire soigner. Alors, est-ce que vous confirmez que l'artisanat est le premier secteur qui donne le plus d'emplois au Bénin? Tout à fait. L'artisanat est l'un des secteurs les plus pourvoyeurs d'emplois au Bénin. Parce qu'on n'a pas besoin de faire une demande d'emploi avant de se faire employer. Dès lors que l'artisan a son diplôme, il est opérationnel en même temps sur le terrain. D'accord. Nous reviendrons un peu à comment est-ce que justement cet artisan-là obtient son diplôme. Quel est le processus? Comment est-ce qu'on devient diplômé en artisanat? Pour devenir diplômé dans l'artisanat, vous devez aller contacter un patron ou un maître d'artisan. D'accord. Peu importe le secteur. Voilà. Parce que actuellement, nous avons 311 métiers au Bénin, suivant la nomenclature du Bénin. Oui. Et vous allez vous inscrire auprès de votre patron à travers un contrat d'apprentissage.
Ça peut être ça, les durées varient selon les métiers. Si vous le permettez, nous allons rapidement suivre le journal et revenir vraiment sur ce plateau pour continuer la discussion avec M. Amouzon. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'édition du soir sur BB24. Venir en aide aux personnes en détresse ou victimes d'accidents de la route, c'est l'objectif de e-Secours, une application créée par un jeune béninois à découvrir dans ce journal. Le mariage, il faut s'y préparer avant de s'y engager. Love Power offre un creuset de réflexion aux jeunes couples qui y aspirent. C'est à travers le Festival international des familles. Et puis, des hommes et des femmes en Sierra Leone se mobilisent pour rendre leur pays propre. C'est à travers le Cleaning Day initié par le président Julius Maada Bio, une première en Sierra Leone. C'est une application créée pour sauver des vies humaines et venir en aide aux personnes en détresse ou victimes d'accidents. L'idée émane d'un jeune entrepreneur qui a déjà été témoin d'un accident de la voie publique, Richard Odrado. C'est lui l'inventeur. Il nous donne plus de précisions au micro de Donatien Falola et Axel Dancy. J'étais avec un ami. Nous avons assisté à une scène qui m'a vraiment marqué. C'est un jeune Ivoirien, étant sur sa moto, il s'est fait renverser par un conducteur qui a, à la fin, pris la fuite. C'est-à-dire qu'il n'a pas assumé ses responsabilités. Et nous, étant les témoins de la scène, nous avons été choqués de voir qu'il n'y avait personne, il n'y avait aucun moyen de pouvoir contacter les proches de ce garçon, Adam. Et j'ai été choqué encore une fois de plus de voir que juste parce que les médecins n'avaient pas connaissance du groupe sanguin de ce jeune garçon Adam, d'accord, le temps de lui faire le groupage, le test de groupage sanguin, il a rendu l'âme et il a perdu sa vie. Nous ne pouvons pas être à l'aide du numérique et accepter ce genre de perte de vie assez banale. Non. C'est de là, après ce choc, que j'ai commencé à réfléchir comment pouvoir donner l'accès aux médecins et aux premiers témoins qui arrivent sur les scènes d'accident de pouvoir secourir ces victimes. e-Secours, c'est une plateforme qui vous permet de vous enregistrer, c'est-à-dire vous renseigner vos informations sanitaires de base, telles que le groupe sanguin, d'accord, et 2 personnes proches à contacter en cas d'urgence, et ensuite vos allergies, parce que c'est les premières informations nécessaires pour le premier soin. C'est ce à quoi e-Secours sert. Ça vous permet de gagner en temps et pour pouvoir vous sauver la vie. C'est sur www.isecours.com. C'est la web application, c'est un site internet pour le moment. C'est à partir du moteur de recherche qu'il faut entrer le nom de la victime et avoir ces informations une fois enregistrées. Donc nous sommes en train de finaliser le développement d'une application mobile qui sera téléchargeable sur Play Store, voyez, et pour tous ceux qui utilisent aussi iPhone. Le plus beau cadeau qu'on puisse avoir dans cette vie, c'est la vie. Pour préserver nos vies, il faut s'inscrire simplement sur e-Secours. Inscrivez-vous massivement sur e-Secours et surtout n'oubliez pas de faire inscrire vos proches, vos familles. Le mariage, un moment précieux et exceptionnel. Pour le vivre, il faut s'y préparer, s'informer, s'éduquer et s'engager pour fonder une famille unie et épanouie. L'ONG Love Power de Sira et Siro Seke se bat pour cet idéal. Le couple a organisé vendredi dernier un salon du mariage dénommé Festival international des familles. Petroni Lokosu et Patrick Adiabojou y étaient. Voici le compte rendu. Le mariage, ce jour, va s'accomplir dans la vie de tous ceux qui le désirent avec conviction. C'est le vœu le plus cher de Love Power. Cette ONG a réussi le pari de rassembler autour du Festival international des familles plusieurs jeunes couples pour échanger sur les contraintes de cet engagement solennel. Si l'idée du festival est née depuis 2015, ce n'est qu'en 2017 que les contours de sa mise en œuvre ont été cernés grâce à la rencontre en 2017 à Lomé
d'une agence d'événementiel spécialisée dans l'organisation des salons. L'initiative de ce salon vise à encourager les jeunes à s'engager dans le mariage et à combattre les faits qui fragilisent l'amour dans les familles. Nous avons organisé des mariages où les couples ne sont plus ensemble aujourd'hui, de jeunes couples, mais parce qu'ils n'ont peut-être pas fait les préliminaires. Ce qui doit être fait à la base n'a pas été fait. Parfois, vous voyez des gens qui font le mariage dans la contrainte, sous la pression des parents. Et je crois que ces occasions doivent nous aider à bannir ces genres de choses. À l'invitation du couple Sira et Siro Seke, plusieurs familles ont honoré de leur présence au Festival international des familles. C'est une très bonne initiative parce qu'il le faut de temps en temps. Ça n'arrive pas souvent à Cotonou, un salon de mariage, très noble d'ailleurs. Si nous sommes aujourd'hui ici en train de parler du mariage, de la famille, c'est vraiment Siro Sira. Moi, je leur fais un grand bravo. Et longue vie au salon du mariage à Cotonou. Les impressions sont très bonnes parce que le besoin existe d'en connaître sur la famille, surtout les services d'écoute et les services d'accompagnement des jeunes qui veulent s'engager dans le mariage. Nous n'en avons pas beaucoup au Bénin. Je me dis que c'est une belle initiative que de voir un couple uni et motivé pour revaloriser la famille, pour redonner aux couples chrétiens leur juste valeur et cela dans toute la dimension du mariage, dans tout son sens. Le mariage, un moment précieux et unique. Pour vivre ce bonheur, il faut s'y préparer et s'engager dans un amour sincère et de vérité. Que les jeunes couples comprennent qu'au-delà de tout ce qu'on organise comme salon, festival et tout, désormais, le Festival international des familles est le bonheur qui s'invite chez eux. Et désormais, on prend en compte les réalités africaines, on prend en compte les défis liés à la famille, on prend en compte les défis liés à la jeunesse et ensemble, on peut conjuguer pour des familles épanouies, des familles équilibrées, des familles solides. Pour la restauration des valeurs qui doivent gouverner l'amour dans les couples, l'ONG Love Power veut inciter les jeunes au respect de l'éthique et Sira et Siro Seke n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. Le roller sport est une des disciplines sportives qui hisse actuellement le Bénin en bonne position devant l'Égypte, le Congo et le Sénégal. Cette performance fait de nombreux supporters au sein du public, un élément suffisant pour focaliser les attentions autour du roller sport. Edmond Rumbo, Arnaud Adalia. Le roller sport, plus qu'un sport, est un jeu. Malgré le cadre inapproprié, les Béninois stupéfaits se délectent face à des patineurs déchaînés, prêts à conserver au Bénin la tête du hit du roller africain. Le roller, c'est le sport qui se pratique sur les patins à roulettes. Et quand nous prenons le roller sport, nous avons 10 grandes disciplines érigées en une seule fédération, c'est-à-dire au lieu d'avoir 10 fédérations de roller, le CIO a imposé, comme c'est les patins, tous ceux-là doivent être érigés en une seule fédération. Et au sein de la fédération internationale, ils ont des comités techniques qui s'occupent de chaque discipline. Quand nous prenons les 10 disciplines, nous avons les disciplines individuelles et les disciplines collectives. Ce qui veut dire qu'au cours d'une année, on doit participer à 10 championnats d'Afrique et 10 championnats du monde. Les pays ne sont pas si développés dans le roller, ils embrassent les disciplines qu'ils peuvent faire et développent cette discipline. C'est le cas du Bénin. Encore inconnu du grand public, le roller sport fait l'objet d'une fascination inouïe. Le roller sport, c'est une course contre chrono en plusieurs catégories, notamment espoir, junior et senior. Espoir, c'est les enfants de 7 ans jusqu'à 12 ans. Donc, pour éviter que les enfants ne trouvent pas de partenaire pour compétir,
parce qu'ils peuvent être 2 dans leur catégorie. Donc on a voulu jumeler pour que tout le monde puisse participer. C'est pour cela qu'on a la catégorie Espoir qui regroupe les enfants de 7 ans jusqu'à 12 ans. Ensuite, nous avons la catégorie Défi qui n'est que les enfants qui ont déjà plus de 12 ans, donc à partir de 13 ans jusqu'à l'âge senior. Ici, l'élite du roller sport africain détenue par les jeunes béninois est fortement représentée. Elle n'entend pas se séparer de son bien. Challenge Cotonou Skating Open, c'est un vaste programme de compétition que la Fédération béninoise a initié pour permettre à nos athlètes d'être en jambes et de leur permettre aussi d'améliorer leur performance pour aller conserver leur titre de champion d'Afrique lors du prochain championnat d'Afrique qui doit se dérouler en Égypte. Nous sommes déjà à notre 7e édition, donc ça s'organise régulièrement. Chaque quinzaine, la population est au stade pour voir ce qu'on appelle le roller, apprécier la compétitivité des athlètes. Pour mémoire, c'est depuis le 10 décembre 2017 que le Bénin détient le titre africain dans le roller avec 14 médailles contre 4 à l'Égypte. Vu l'ampleur que prend aujourd'hui le roller sport en Afrique, voire au Bénin, des moyens sont vivement attendus face aux défis contemporains. Au Nigeria, la proposition de loi portant congé de paternité initiée par un député dans l'État de Plateau ne verra pas le jour. Le texte suggérait un congé de paternité de 2 semaines à tout travailleur du public ou du privé légalement marié et dont l'épouse viendrait d'accoucher. Les opposants au texte évoquent entre autres raisons les conditions de vie de la population nigériane dont la majorité a encore du mal à subvenir à ses besoins vitaux. De leur avis, les congés de paternité ouvriraient la voie à de nombreuses heures de travail perdu qui réduirait substantiellement le salaire. La Tunisie fait face à une inflation galopante. C'est ce que laissent entrevoir les chiffres du mois d'avril publiés par l'Institut tunisien de la statistique. On apprend notamment que l'inflation a progressé de mars à avril. Elle est passée de 7,6 à 7,7%, un record pour le pays. L'agence Reuters ajoute que la persistance de l'inflation pourrait de nouveau pousser la Banque centrale tunisienne à revoir à la hausse ses taux d'intérêt ce mois-ci, les faisant passer à 6%. Le premier Clean Day a eu lieu en Sierra Leone le week-end dernier, un jour de nettoyage national décrété par le nouveau président Julius Maada Bio. Des centaines d'hommes et de femmes dans l'eau jusqu'à la taille collectent des tonnes d'ordures dans les rues et les bidonvilles de la capitale Freetown. Reportage. Ils se sont réveillés ce samedi à Freetown, eau, pelle et râteau à la main. Cette opération de nettoyage de masse, décrétée par le nouveau président Julius Maada Bio, vise à remettre de la propreté dans la capitale sierra-léonaise, l'une des plus insalubres. Le nettoyage est une bonne chose parce que notre pays est vraiment trop sale, surtout ce caniveau-là. Les gens balayent chez eux et jettent leurs détritus dans l'égout. Et pendant la saison des pluies, ça inonde nos maisons. Après ce nettoyage, l'eau pourra s'écouler normalement jusqu'à la mer. J'aime l'enthousiasme des gens. Ils veulent vraiment que leur environnement devienne propre. J'aime également le fait que tout le monde participe. Ce n'est pas une question de parti politique. Tout le monde met la main à la pâte. Au cours des 15 dernières années, ce petit pays pauvre d'Afrique de l'Ouest a été touché par 4 inondations majeures. Celle du mois d'avril, accompagnée d'un spectaculaire glissement de terrain aux abords de Freetown, a été la plus meurtrière, avec un bilan officiel de 1141 morts et des dizaines de disparus. 9 mois plus tard, des tonnes d'ordures et de déchets plastiques jonchent toujours la ville, où des milliers de personnes vivent dans des baraques de tôle et de bois, non loin de l'océan Atlantique. Cette mobilisation civique aura désormais lieu tous les derniers samedis de chaque mois. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur BB24, la chaîne du développement.
Alors, on revient donc en plateau. Merci beaucoup à vous, Estelle Pazou, pour la présentation du journal. Rendez-vous déjà lundi prochain, c'est ça, pour une autre édition du journal. Sinon, déjà dès demain, vous êtes avec nous sur ce plateau du Grand Rendez-vous. On y revient bien sûr en plateau avec M. Jano Amouzou. On rappelle, on retient déjà qu'il y a donc des tests qui réglementent les frais de formation en matière d'artisanat au Bénin. Oui, il y a aussi le code de l'artisanat que l'État a mis à notre disposition. Ok. Et finalement, qu'est-ce que le secteur a gagné avec ce code? On y reviendra. Mais avant, il faudrait qu'on puisse rappeler ici qu'il y a des diplômes aujourd'hui. Parce qu'avant, c'était juste le patron qui donnait un diplôme à l'apprenti qui apprenait chez lui. Mais aujourd'hui, cet apprenti peut avoir un diplôme reconnu par l'État béninois. C'est quand même une avancée. Tout à fait. Vous savez, autrefois, c'était les patrons, appelés aujourd'hui les maîtres artisans, qui faisaient des libérations passives et on fixait des coûts très exonérés pour ces apprenants. Et à la fin, ils sont obligés d'aller passer l'argent ou bien d'aller se marier et avant de pouvoir trouver des moyens pour financer leur libération. L'État a compris et nous a accompagnés et par rapport à ça, ils ont pris des décrets qui nous ont permis aujourd'hui l'organisation du diplôme, du certificat de qualification au métier. D'accord. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les diplômes anciens sont bannis. Et avec le certificat de qualification au métier, c'est un diplôme national reconnu, délivré par l'État et qui a remplacé les diplômes de libération. D'accord. Est-ce que sans ce diplôme, vous ne pouvez pas ouvrir votre salon, en tout cas votre entreprise, votre structure? Votre atelier? Votre atelier, justement. À ce jour, vous êtes obligé de passer ce diplôme. Et pour ceux qui n'avaient pas ce diplôme et qui avaient l'ancien diplôme délivré par les patrons d'artisans? Depuis dès lors que nous avons passé à la génération du CQM. Ça fait combien déjà d'années pour le CQM? Il y a la phase d'apprentissage, la phase qui nous a permis de démarrer, de faire. On a commencé par le FAT d'abord, les amètres de faire d'apprentissage, et progressivement on est allé vers le CQM. Et cette expérience a été faite avec 7 départements, sauf le Mono-Koufozou, Colline et Atlantique. Aujourd'hui, c'est généralisé. Ça fait à peine un an que ça a été généralisé et ça se passe dans tout le pays. C'est devenu un diplôme national. La particularité est que le jour des examens, tous les apprenants doivent composer le même sujet. D'accord, sur tout le territoire national. Voilà, et c'est la direction des examens qui envoie ce sujet-là. Mais c'est des sujets qui ont été proposés par les maîtres artisans. Par les maîtres artisans. Voilà. Alors, cette année, nous avons eu à peu près combien de candidats? Est-ce que vous pouvez nous situer à peu près sur combien de personnes on aspire à avoir ce diplôme-là, justement? Oui, avant de vous répondre à ça, nous avons aussi le CQP aussi. Le CQP? Oui, parce que nous avons passé en mars dernier le CQM. Nous le faisons 2 fois par an, en mars et en octobre. Et le CQP? Le CQP, le CQM, c'est pour ceux qui sont moins lettrés. D'accord. Qui ne peuvent pas s'exprimer en français, c'est pour tout le monde, c'est pour les 311 métiers. Par contre, le CQP, c'est pour un apprenant qui a au moins un niveau de CM1. Voilà. Ah oui, donc il y a le CQM et le CQP. Et le CQP. Mais ça donne quelle est la différence? Justement, au niveau des quel est l'avantage? Est-ce qu'il y en a un qui est plus avantageux que l'autre? Le CQM remplace les libérations que les maîtres artisans donnaient entre-temps. Oui. Et le CQP apporte une qualification professionnelle aux maîtres artisans. Voilà. Alors, celui qui a le CQP, il gagne quoi par rapport à l'autre? Par rapport à celui qui a le CQM? Ça permet d'avoir une main-d'œuvre qualifiée disponible sur le marché. On n'est pas obligé d'aller importer la main-d'œuvre de l'extérieur pour travailler. Sinon, c'est la même formation qui suit. C'est le même contenu? C'est le même contenu. Ce n'est pas le même contenu. Okay. Pour le CQM, c'est purement pratique. Par contre, le CQP, il y a la théorie et la pratique. L'apprenant est obligé d'aller une fois par semaine dans un centre de formation pour aller suivre
pour aller recevoir la formation théorique. Et le reste du temps, il reste avec son patron à l'atelier. Pour voir. Voilà. Et chaque année, il y a une évaluation qui lui permet d'aller en deuxième année, troisième année. Et à la fin de la troisième année, il passe l'examen. D'accord. Est-ce qu'on peut dire qu'avec l'introduction de ces nouveaux examens-là, le niveau, c'est-à-dire le niveau de nos artisans a véritablement augmenté et il s'est élevé? Ça a permis d'améliorer le niveau de nos apprenants. Ça, c'est vraiment élevé. Voilà. Aujourd'hui, nous avons la main-d'œuvre disponible, de qualifiés disponibles sur le marché. Sur le marché. Et ça permet donc aux artisans béninois de s'insérer beaucoup plus facilement, de s'auto-employer, c'est ça? Est-ce qu'ils sont compétitifs à l'extérieur aussi? Parce que c'est aussi ça, est-ce qu'avec ce diplôme, un artisan béninois qui veut s'installer par exemple au Sénégal peut s'installer sans problème? Oui, vous savez, avec la carte de professionnel de l'art d'artisan, il peut s'installer dans l'espace 1 mois sans difficulté. Le CQM, le CQP, c'est des diplômes déjà expérimentés ailleurs. Voilà. D'accord, justement, vous aurez compris sur ce sujet avec vous. On a fait la différence entre le CQM et le CQP, mais avec tous ces artisans-là qui sont nouvellement formés, est-ce qu'on peut dire que le marché est disponible? Est-ce qu'ils pourront véritablement ouvrir leur atelier, exercer et pouvoir s'en sortir? Oui, je crois que la plupart nous faisons un suivi de ces apprenants qui ont obtenu leur diplôme CQP et CQM. D'autres ont les moyens de s'installer immédiatement. Par contre, d'autres n'ont pas les moyens. Et qu'est-ce qui est fait dans ce sens? Oui, actuellement, nous avons échangé un temps avec FNPEJ qui a accepté d'accompagner ceux-là. D'accord. Ils vont monter un dossier de projet et s'ils remplissent les conditions, ils seront financés. Voilà. D'accord. Bonne nouvelle donc pour tous ces artisans-là qui ont leur diplôme, qui dorment dans les tiroirs, qui n'arrivent pas à ouvrir leur structure par eux ou par elles-mêmes. Bonne nouvelle pour vous donc. Ce serait possible très bientôt de se faire accompagner par le FNPEJ. Mesdames et messieurs, voilà. C'est fini pour Autant savoir de ce soir. Demain, on parle encore artisan avec quelqu'un d'autre. Merci beaucoup à vous, Aniat Bello. Merci, Monsieur Amouzou. À très, très bientôt. Place à présent à l'actualité sur la toile. C'est l'ActuWeb. Bonsoir à tous, merci de prendre le rendez-vous de la revue du web. Nous la démarrons cette fois dans le monde du 7e art. La 71e édition du Festival de Cannes s'ouvre avec une sécurité très renforcée ce mardi 8 mai avec 21 films en liste pour la Palme d'Or. On note une absence très remarquée, pour ne pas dire célébrée, celle de Harvey Weinstein, producteur américain accusé d'agression sexuelle par une centaine d'actrices. En réaction donc à l'affaire Weinstein, le Festival de cinéma international a été placé sous le signe des femmes dans le cinéma. L'actrice australienne Kate Blanchett aura l'honneur de présider le premier jury à majorité féminine dans l'histoire du plus grand rendez-vous cinématographique du monde. Dans la compétition officielle, 3 films réalisés par des femmes sont en lice pour la Palme d'Or. Disposition inédite, pour la première fois, les selfies sont interdits sur le tapis rouge. Il n'y aura pas non plus d'avant-projection pour la presse. Bref, la 71e édition est déjà au centre de plein de débats. Chaque année en Afrique, selon des estimations publiées par l'Organisation mondiale de la santé, la pollution de l'air est responsable de près d'1 million de décès prématurés, nous apprend l'agence Ecofin. La pollution de l'air intérieur, générée par l'utilisation de combustibles et de technologies polluantes pour les foyers ouverts ou les lampes, et la pollution de l'air extérieur qui est la plus considérable. Il s'agit notamment de la pollution
industrielle, la combustion du charbon, du transport ou encore des pratiques agricoles sont les causes principales de ces décès. Il est également à noter que la grande majorité des victimes de la pollution de l'air, estimée à 90%, se trouvent dans des pays à revenus faibles ou moyens. Le directeur général de l'agence onusienne souligne que si tous les pays sont touchés, les plus pauvres et les plus marginalisés payent le prix fort. L'air pollué est un facteur de risque important pour des maladies dangereuses comme les bronchites chroniques, les pneumonies, les cancers du poumon ou encore les AVC. Devrait-on boucher nos narines ou contrer ce mal? Point d'interrogation. Finissons cette revue du web par ce fait insolite relayé par le site d'information 20 minutes. À Toulouse, le célèbre youtubeur Thibaut InShape a fait un séjour sportif en prison. La star du fitness, aux 4,5 millions d'abonnés, a rendu visite aux détenus de la maison d'arrêt d'Albi où il réalise 2 vidéos qui dévoilent une partie du vécu quotidien des prisonniers. Ses objectifs étaient bien précis, sensibiliser au milieu carcéral, montrer la réalité telle qu'elle est et pas celle des séries télé et partager avec les détenus la passion du sport. Le tout sans juger. Pari réussi. La vedette des réseaux sociaux a réussi à aborder les prisonniers sur la question du temps ou encore de la liberté et la place qu'occupe le sport dans leur vie. Tout ceci justement lors d'un entraînement organisé par le youtubeur toulousain. Mais pour y arriver, il lui a fallu plus d'1 an pour l'obtention des autorisations du tournage dans la zone pénitentiaire. C'est tout pour cette revue du web. À bientôt. Merci à vous, Oboubé Kako, pour la présentation de l'Actu Web. On va se retrouver certainement la semaine prochaine pour une autre édition. Mais en attendant de vous retrouver, bien évidemment, là, on va juste vous présenter la météo pour une seconde fois sur ce grand rendez-vous. Merci donc à tous de nous avoir suivis. C'était le grand rendez-vous, le numéro 2 pour le compte de cette semaine. Demain, 19h, on va se retrouver pour le numéro 3 de la semaine, parlant bien sûr du grand rendez-vous. Bonne soirée.